George Sand et le Cher en Berry, raconté par Sophie Chestier. La curiosité de George Sand pour le département du Cher, et plus particulièrement pour la ville de Bourges, ne saurait être d'ordre touristique comme on l'entendrait aujourd'hui. Ce qui va plutôt la lier à la capitale du Berry sera de l'ordre du personnel et de l'intime. La romancière eut, en effet, de très fortes amitiés à Bourges. Citons d'abord Émile Regnault, jeune étudiant qu'elle connut dans sa jeunesse et qui restera longtemps son confident. Jean Espérance des Églises, riche propriétaire et ami de Michel de Bourges, Alberte Élisa Tourangin, enfin, fille d'un autre propriétaire berruyer avec qui elle correspondit intensément. Mais revenons plutôt à Émile Regnault, son confident. Dans une lettre, en date du 12 avril 1831, George Sand lui révélait son enthousiasme pour la cathédrale de Bourges qu'elle venait de découvrir. Cet enthousiasme lui avait été transmis par Émile, lui-même, qui se montrait un parfait ambassadeur de la beauté de Saint-Étienne. Sa véritable passion pour la cathédrale de sa ville natale était notoire et lui valut, de la part de son entourage et de George Sand en particulier, le surnom « le Pélican », en référence à la girouette plantée au sommet de la tour nord. Dans un courrier en date du 27 avril 1831, la romancière raillait ainsi son ami. « Comprenez-vous ce qu'il y a de vexant, d'embêtant, dans cette idée que le mouvement d'enthousiasme qui vous fait écrire ne sera peut-être compris ni partagé par personne. Vous sortez de Saint-Étienne, la plus belle chose peut-être de ce genre qui soit au monde, et vous vous en allez, criant à tout le monde. Avez-vous vu Saint-Étienne ? Comment ? Vous n'irez pas voir Saint-Étienne ? Et tout le monde vous rit au nez en disant « Voyez donc cet imbécile avec sa cathédrale. Voilà ce que c'est que le métier d'artiste. » Plus sérieusement, George Sand exaltera à son tour la beauté du monument. « Savez-vous que votre cathédrale est une des plus belles choses qui soient au monde ? L'intérieur est ce que j'ai vu de plus admirable dans ma vie. J'y suis entré pendant la grand-messe et j'ai fait des exclamations à scandaliser tous les fidèles. Je crois que si Charles Duvernay ne m'eût averti de me comporter plus décemment, les brebis du Seigneur m'auraient dévoré. Mon Dieu, les belles colonnes, la belle voûte, les beaux vitrages, les belles sculptures. Tout cela fait joliment la barbe à Notre-Dame de Paris. Quant à l'extérieur, cette dernière l'emporte certainement pour la régularité, le goût, la richesse et la grâce, mais Saint-Étienne offre plus de grandeur et de bizarrerie. Il y a moins de sujets pour l'admiration et davantage pour l'étonnement, je dirais presque l'effroi. C'est le romantique du romantisme, au lieu que Notre-Dame est classique. Notre-Dame, c'est parmi les monuments gothiques ce que Chateaubriand est parmi les écrivains, et Saint-Étienne, ce que Victor Hugo est parmi les poètes. Au reste, il me faudrait une trentaine de pages pour vous dire ce que j'en pense, et c'est bien ce que je compte faire, Dieu aidant. Notre-Dame est tout sublime, ou comme dit fort bien Victor Hugo, le génie de l'architecture corrige à chaque instant le caprice de l'artiste. À Saint-Étienne, l'architecte a été envahi, au contraire, par le génie de l'artiste. Toutes les règles y ont été violées et les rêveries bizarres, sauvages et magnifiques de l'imagination ont été jetées à pleine main sur de grandes murailles sévères, ouvrage d'une autre génération qui jure à tout instant, à côté des découpures sarrasines et qui pourtant donnent à l'ensemble un caractère étrange de force imposante et de rudesse antique. Le tout, comme dit Hugo, a coûté bien des sueurs à toute une généalogie de serfs et apporté bien des écus à toute une lignée de chanoines pour donner maintenant bien de l'enthousiasme à un très petit nombre d'amateurs et de curieux. Si vous tenez à présent à savoir à quel genre d'architecture elle appartient, je vous dirai que l'intérieur, la nef et la plus basse des deux tours sont purement gothiques et que les portiques, la grande tour et les deux jolies portes latérales, découpées en trèfle, sont arabes ou mauresques ou sarrasines, c'est tout un. L'église souterraine n'est pas moins admirable que le reste. Il y a des statues fort belles et fort précieuses. La scène qui représente le cadavre de Jésus, entouré de bonnes femmes et de bonshommes en pierre peinte, est si vivante, si fantastique, si mystérieusement éclairée, qu'il y a de quoi rendre fou de terreur un pauvre romantique qu'on enfermerait là, sans le prévenir.
L'escalier en vis qui monte d'un seul jet en haut de la grande tour est encore un chef-d'œuvre de solidité et de hardiesse que n'offre point Notre-Dame. Mais les doubles arcs-boutants de Saint-Étienne sont moins d'audace que s'ils étaient simples. Quoi que vous m'en ayez dit, j'aime mieux ceux de Paris, mais en voilà assez sur les cathédrales. Dans une de ses lettres, George Sand évoque avec humour l'aide que lui apportait Émile Regnault dans les recherches qu'elle avait entreprises sur la cathédrale de Bourges. Il m'envoie avec une scrupuleuse exactitude la copie des inscriptions qu'il a été recueillir comme un nouveau Quasimodo sur la tête aérienne des griffons et des pélicans de la cathédrale. Ces inscriptions dont fait état George Sand pourraient être: le duc Jean, comte de Poitou, m'a donné à sa capitale du Berry, afin que, préposé au cours du temps, j'annonce les heures aux habitants. En l'an 1372. Ou bien encore celle-ci, qui rappellerait plutôt la chute de la tour de Guillaume de Cambrai. Ce fut l'an 1506, de décembre le dernier jour, que par des fondements mal pris, de Saint-Étienne chut la tour. George Sand écrira par ailleurs un long article intitulé « Jean Cauvin », dans lequel elle brosse un portrait caricatural de son ami Regnault, qu'elle a habilement dissimulé sous le nom de Théodore. Ce dialogue évoque étrangement la ville de Bourges. Théodore dit: « Qui de vous connaît la ville de Bourges ? Qui de nous s'en soucie ? lui répondit Eugène. Une ville oubliée, perdue sous la triple raie noire de monseigneur Dupin, une cité de moines et de gueux, à ce que dit l'histoire, aujourd'hui sans commerce, sans industrie, sans couleur politique. Ville de souvenirs et de rêveries, dit Théodore. Muette comme l'oubli, éloquente comme la mémoire douce à l'homme qui dort, chère à celui qui pense. Des rues où se croisent paisiblement la folle avoine aux granges de soie et le chardon à la tête légère. Des maisons belles et riches, mais cachées derrière de mystérieux jardins. Et à chaque pas, une tête gothique sculptée sur le bois noir d'un pignon du Moyen-Âge, un écusson aux armes effacées ou un fronton aigu porté par des monstres couverts d'écailles. Point de sale mouvement de commerce, là n'est point passé le monstre aux 100 bras que vous appelez industrie et qui va ravageant toute poésie sur le sol de la France. Cette race d'hommes a pris dans les fers de la féodalité l'habitude de dormir et la liberté ne l'a point éveillée. Les violentes secousses qu'elle éprouva jadis, les pestes, les incendies, les guerres de religion, tout cela est oublié. L'étranger qui la traverse est le seul qui s'en souvienne. Et cette église de Saint-Étienne, dit Eugène, est donc plus belle que celle de Notre-Dame ? À l'extérieur, non, mais plus grande, plus sévère, plus imposante. Élever Saint-Germain-l'Auxerrois sur un grand perron de 12 marches, quadruplez les proportions, conservez-lui sa couleur rude et sombre, ajoutez-y la belle tour de Saint-Jacques-la-Boucherie, puis, en laissant subsister les contreforts nus et carrés de l'édifice, ornez ses flancs de toutes les richesses de travail qui couvrent entièrement ceux de Notre-Dame, et vous aurez un mélange délicat et colossal de gracieux et de sauvage, de lourd et d'aérien. En tout, une masse que vous ne regarderez pas sans effroi, et auprès de laquelle Notre-Dame, dans votre souvenir, comme un ouvrage d'orfèvrerie propre, apparaît votre cheminée. Quant à l'intérieur, vous n'aurez rien à Paris, ni ailleurs, qui puisse vous en donner l'idée. Allez-y, on se moquera de vous, surtout à Bourges, mais vous aurez vu le plus large et le plus beau des monuments gothiques. Les guerres civiles et le mauvais goût des embellissements postérieurs à sa construction ne l'ont pas mutilé au point qu'il n'ait conservé cette magie du passé, cette poésie religieuse qu'on chercherait vainement sous la voûte de Notre-Dame. Vous voudrez voir la place où s'agenouillait Jeanne de France, vous croirez entendre passer Charles VII, appuyé sur le bras de son bon argentier Jacques Coeur. Vous trouverez peut-être aussi dans vos souvenirs ce jeune duc d'Orléans qui passa 3 ans dans la tour de Bourges et que chaque soir on enfermait dans la même cage de fer où le misérable Labalus avait langui pendant 14 ans. Ce jeune prince devint Louis XII et il pardonna.
George Sand cite également dans cet article le théologien Jean Calvin en écrivant « Là aussi vous rêverez d'un homme qui, de mince étudiant en droit, devint par la seule puissance morale de ses talents et de sa conviction un des plus importants de notre histoire. » Et si l'incroyable destin de George Sand avait lui aussi commencé à Bourges, Bourges, préfecture du département du Cher et capitale du Berry. Ce fut en effet dans cette antique cité et dans ce département qu'elle fit la connaissance de Michel de Bourges, célèbre avocat de son État. Un ultime procès devait enfin lui permettre d'acquérir une séparation de corps et de biens d'avec son mari, le baron Casimir Dudevant. De son mariage calamiteux, elle avait tiré un certain nombre d'enseignements. Elle dira plus tard à ce propos « Le mariage est sanctionné par une loi civile qui consacre la dépendance, l'infériorité et la nullité sociale de la femme. » Ce fut donc avec détermination qu'elle souhaitait affronter une nouvelle fois les tribunaux pour reconquérir sa pleine liberté. Ce nouveau procès allait se dérouler au palais Jacques-Cœur, alors palais de justice de la ville. George Sand avait fait depuis peu la connaissance de Michel, et c'était lui qu'elle avait choisi comme plaideur pour mener à bien son projet d'émancipation. Un des contemporains de l'avocat, maître Pinard, l'évoquait ainsi. « Il faut l'avoir vu suant. Il fallait avoir vu en même temps l'assemblée tout entière et la cour frappée de stupeur, tout le public debout, les jurés et les accusés immobiles, cloués à leurs bancs. Et lui, le geste menaçant, trivial, dominateur, pâle de colère mais retenu dans ses emportements, ne disant que ce qu'il fallait dire pour se faire à peine l'idée d'un des plus singuliers triomphes de la parole. Et ce sera dans les geôles situées alors dans les caves du palais ducal, aujourd'hui siège du conseil départemental, qu'une rencontre avec celui qu'elle nommait Évrard allait se dérouler pour préparer le procès. La romancière en fera dans Histoire de ma vie un récit exaltant. Évrard payait sa dette à la prairie, il était en prison. La prison de ville est l'antique château des Ducs. Dans les ombres de la nuit, elle avait un grand caractère de force et de désolation. Nous gagnâmes un des geôliers qui nous fit passer par une brèche et nous conduisit dans les ténèbres, à travers les galeries et des escaliers fantastiques. Il y eut un moment où, entendant le pas d'un surveillant, il me poussa dans une porte ouverte qu'il referma sur moi. Je tirai de ma poche une des allumettes qui me servaient pour mes cigarettes et je regardais où j'étais. Je me trouvais dans un cachot fort lugubre, situé au pied d'une tourelle. À 2 pas de moi, un escalier souterrain, à fleur de terre, descendait dans les profondeurs des geôles. J'éteignis vite mon allumette, qui pouvait me trahir, et restai immobile, sachant le danger d'une promenade à tâtons dans cette retraite de mauvaise mine. On m'y laissa bien un quart d'heure, qui me parut fort long. Enfin, mon homme revint me délivrer, et nous pûmes gagner l'appartement où Évrard nous attendait pour une consultation vers 2 heures du matin. La jeune femme commença alors à exposer à l'avocat sa situation. En épousant M. Dudevant, je crus choisir l'homme le plus franc et le plus dévoué. Mais elle poursuivit bien vite son récit de femme maltraitée qu'elle était. Je demande une séparation de corps et de biens, consacrée par les tribunaux, qui m'assure une existence à l'abri des menaces, des outrages, des coups et de quelques dangers plus graves encore. Le procès se déroula devant la cour royale de Bourges les 25 et 26 juillet 1836. Une foule immense s'était donné rendez-vous au palais Jacques-Cœur pour une affaire qui, disons-le, déchaînait la chronique. La plaidoirie de Michel de Bourges fut à la hauteur de l'événement, sublime. Il prit en compte l'agitation qui régnait aux abords du tribunal. « Pourquoi cette foule empressée qui nous environne ? Qu'est-ce donc, messieurs ? Une femme veut reconquérir sa liberté outragée, son indépendance foulée aux pieds ? Elle vient ici demander un asile pour sa vieillesse, et pour consolation aux calomnies dont on l'a abreuvée, ses enfants, le fruit de ses entrailles.
Cette femme est la gloire de notre époque. C'est le génie qui vient s'abattre de la hauteur de son vol dans le sanctuaire de la justice et courber son imposante majesté devant l'autorité des lois. Il l'apostropha ensuite directement le baron Casimir Dudevant. Vous voulez être admis à prouver l'inconduite de votre femme et à chercher les témoignages aux faits avancés dans votre requête. Vous la réclamez d'une main et de l'autre, vous lui enfoncez un poignard dans le sein. Vous dites que vous voulez votre femme. Non, vous ne la voulez pas. Vous n'oserez pas dire en face de la cour, car vous-même avez tracé une séparation éternelle entre elle et vous, en caractère monstrueux. En quelques phrases seulement, l'affaire fut entendue, et la baronne Dudevant recouvrit sa pleine liberté, la garde de ses enfants et une grande partie de ses biens, dont sa maison de Nohant. Elle expliqua à sa mère ce jugement qui venait tout simplement de bouleverser son destin. « Chère maman, tout est terminé et je suis enfin tranquille et libre pour toujours. » Rien en effet n'empêchait à présent la baronne Dudevant à devenir pleinement George Sand. Et ce fut donc bien à Bourges que tout avait commencé pour elle, qui allait devenir une de nos plus grandes écrivaines. Mais la toute première rencontre entre la baronne Dudevant et Michel de Bourges s'était déroulée quelque temps auparavant, le 9 avril 1835, en présence de ses amis Alphonse Fleury et Gabriel Planet. Elle dura, au dire de la romancière, de 7 heures du soir à 4 heures du matin, dans d'incessants allers-retours entre l'hôtel de la Poste, rue d'Oron, où elle était descendue, et la résidence de l'avocat, située rue Littré, en face aujourd'hui du collège du même nom. Elle le relatera dans Histoire de ma vie. Nous nous étions dit bonsoir à minuit, mais comme il faisait un brillant clair de lune et une nuit de printemps magnifique, il nous proposa une promenade dans cette belle ville austère et muette qui semble être faite pour être vue ainsi. Nous le reconduisîmes jusqu'à sa porte, mais là, il ne voulut pas nous quitter et nous reconduisit jusqu'à la nôtre, en passant par l'hôtel de Jacques Coeur, un admirable édifice de la Renaissance, où chaque fois nous faisions une longue pause. Puis il nous demanda de le reconduire encore, revint encore avec nous et ne se décida à nous laisser entrer que quand le jour parut. Nous fîmes 9 fois la course, et l'on sait comme rien n'est fatigant comme de marcher en causant et en s'arrêtant à chaque pas. Mais nous ne sentîmes l'effet de cette fatigue que quand il nous eut quittés. Cette date du 9 avril 1835 sera gravée à l'intérieur d'une bague que Michel offrit à George Sand. Il lui avait en outre composé un vibrant poème qui disait « Je songe à toi, je songe aux heures qu'auprès de royales demeures l'amour nous fit au mois des fleurs, je songe à la lutte sanglante où ma sœur devint mon amant au sein de la joie et des pleurs. » La romancière sera, elle aussi, subjuguée par cette rencontre. Elle dira plus tard de cette première entrevue « Ce fut un véritable éblouissement pour mes 2 amis et pour moi. » De cette toute première rencontre naîtra une correspondance passionnée. George Sand fut effectivement littéralement subjugué par le talent oratoire de son avocat. Elle dit de lui « Jamais parole plus éloquente n'est sortie, je crois, d'une bouche humaine, et cette parole grandiose était toujours simple. C'était comme une musique pleine d'idées qui vous élève l'âme jusqu'aux constellations célestes. » Mais au-delà de cette admiration intellectuelle, la jeune femme ne resta pas insensible à la beauté singulière qui émanait de cet homme. Plus d'une fois, elle fera le voyage à cheval entre Nohant et Bourges pour retrouver celui qui était devenu un amant passionné. À Franz Liszt, elle écrira le 1er septembre 1835, dès son arrivée à Bourges, « Quand j'eus atteint la partie pavée de mon petit domaine, j'eus soin de marcher sur les dalles disjointes sans écraser la verdure qui se faisait jour à travers les fentes. » George Sand nommera dans ses mémoires son petit domaine sa maison déserte, refuge prêté par un ami de Michel de Bourges pour abriter leurs ébats amoureux. En dehors de la ville, elle ne goûte guère l'environnement monotone de la capitale du Berry. Elle évoque une plaine plate,
semé de marécages et dépourvu d'arbres, qui s'étend autour de la ville comme la campagne de Rome. Elle mit beaucoup d'espoir dans cette relation. Pensait-elle que l'avocat abandonnerait sa femme et son foyer pour partager sa vie? Il n'en fut rien. Michel de Bourges ne quittera jamais la proie pour l'ombre. George Sand en souffrit douloureusement. Sa désespérance sera à l'origine d'émouvantes lettres, comme celle qu'elle lui écrivit le 16 janvier 1837. Les astres sont voilés, la neige tombe et la terre se couvre en silence d'un linceul. Mon âme est triste comme la nuit et comme l'hiver. Mes espérances se sont évanouies. D'autres seront plus explicites et témoigneront de sa difficulté à ne plus pouvoir aimer cet homme qui se refusait de plus en plus à elle. Je t'aime, oui je t'aime, j'en souffre et j'en jouis avec âpreté, avec amertume. 1000 serpents me dévorent, 1000 désirs me consument, 1000 transports me brûlent. J'ai envie de te mordre, mais où est la chair qui attire mes dents? Le 13 juin de l'année 1837 sera la date de l'ultime lettre qui mettra fin à cette relation orageuse qui n'aura duré qu'à peine 2 années. Adieu. Oublie un instant d'égarement que rien n'explique, que rien ne justifie. Et si tu reconnais, comme moi, que nous ne devons plus mettre en présence deux natures si inconciliables, que dans l'éloignement au moins, la paix soit entre nous et avec nous. Pour la petite histoire, en mars 1848, au lendemain de la proclamation de la Seconde République, Ledru-Rollin, ministre de l'Intérieur, nomma Michel de Bourges préfet du Cher. George Sand, n'oubliant rien de l'humiliation d'une histoire sentimentale sans avenir, intervint immédiatement auprès du gouvernement et le décret de nomination fut alors abrogé sur le champ. Sans doute Michel de Bourges reste-t-il le préfet le plus éphémère de toute l'histoire du département du Cher. Mais Bourges reste bien pour George Sand la ville qui fut décisive pour son destin. À peine fut-elle propulsée sur le devant de la scène littéraire par ses premiers romans, qu'il lui fallut aller au bout de sa volonté de pleine indépendance. C'est sa rencontre avec Michel de Bourges qui déterminera cette étape la plus importante de sa vie. Ce ne fut pas seulement qu'un procès, ce fut aussi pour un temps une intense aventure amoureuse qui se déploiera dans cette maison déserte, cachée à l'ombre d'un immense jardin. Il y eut aussi sa découverte de l'imposante cathédrale qu'elle admira tant, des rues bordées de maisons à pans de bois et un palais enchanté construit par le grand argentier de Charles VII. À n'en pas douter, Bourges demeure bien un lieu sandien à part entière. Texte rédigé par Georges Buisson en mars 2026. À bientôt pour d'autres épisodes. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux du Conseil départemental du Cher.